Salut Robin, bienvenue sur le podcast Cyclisme Performance Academy. Alors là, tu es vraiment dans un autre domaine d'expertise parce que toi, tu es issu de la natation. Yes, c'est ça. Salut à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc, je vais parler de natation. Je connais un tout petit peu le vélo. J'essaierai de pouvoir faire ressortir ce qui peut être commun ou pas d'ailleurs. Et puis voilà, ravi de partager ça avec toi. Donc pour commencer, voilà, je pense que c'est important parce que ton nom résonne pas dans le monde du cyclisme. Est-ce que tu peux te présenter et voilà, après tu te présenteras ce que tu fais avec la Fédération française de natation. Ouais, donc moi je suis Robin Plat, j'ai 33 ans, j'ai fait un cursus STAPS assez classique je dirais, avec d'abord une partie plutôt management du sport, puis après je suis reparti sur l'entraînement. Donc j'ai fait un master en management du sport, puis un master sport expertise et performance à l'INSEP. J'ai poursuivi en thèse, à la fois avec la fédération de natation déjà, et puis avec les labos de l'INSEP sur les marqueurs de l'intensité à l'entraînement, les marqueurs de la fatigue aussi. Tout en étant en fait préparateur physique du pôle espoir à l'INSEP et assistant coach. Donc pendant 4 ans du pôle France, du pôle espoir natation à l'époque. Donc avec vraiment un regard très très terrain. J'ai plus fait un doctorat pour mieux me former que pour autre chose à la base. Et puis entre-temps j'ai aussi eu le concours de prof de sport. Donc c'est pour ça qu'assez rapidement j'ai intégré la Fédération française de natation en tant que conseiller technique national. Et donc voilà, ça c'est un peu mon parcours, on va dire, universitaire. Et puis on va peut-être en parler après de manière plus concrète, mais du coup ça m'a permis de faire déjà un petit peu de monitoring de l'équipe de France au libre sur certains testings dès 2015. Et puis petit à petit d'être un peu plus impliqué sur l'équipe de France au libre, sur certains groupes de natation à l'INSEP, au Cercle des nageurs de Marseille, pour finalement maintenant arriver sur un peu un double poste, à la fois un poste de pur monitoring, collecte de data, interprétation, physiologiste, quoi, avec tout un tas de nageurs de l'équipe de France. Et puis un rôle aussi qui nous concernera peut-être un peu moins aujourd'hui, mais de responsable scientifique, donc de mettre en fait en réseau et d'animer un peu l'équipe qui est autour de moi pour faire tout ce monitoring, monter des projets de recherche avec les universités et les grandes écoles. Donc voilà, je sais pas si c'est assez précis. Mais Ouais, c'est ça, j'allais te demander si au final tu étais en contact permanent avec les athlètes, mais tu as répondu partiellement. Tu es en fonction des stages, etc., mais tu n'es pas sur un pôle France tous les jours, tu es en fonction des rassemblements. Ouais, c'est ça. Alors c'est une super question parce que c'est un grand sujet actuellement. J'ai eu la chance donc pendant 4 ans, j'étais avec les gens de l'INSEP là, entre 2014 et 2017. Ensuite, j'ai entraîné 3 mois à Font-Romeu, ça c'était un petit intermède. Après, j'étais vraiment impliqué avec l'équipe de France au libre et avec les nageurs de l'INSEP. Mais là, donc, maintenant j'habite à Marseille, donc je les voyais pas du tout tous les jours. C'était comme tu l'as dit, en stage, voire uniquement en compétition. Néanmoins, et je pense qu'on en parlera, par contre, j'étais pas tout le temps avec eux, mais j'avais des données qui remontaient au moins de manière hebdomadaire sur certains indicateurs. Donc parfois j'avais l'impression d'être quand même en interaction assez régulière, mais effectivement pas trop de présentiel hormis ces fameux sports de stage ou de compétition. Et désormais là c'est un peu une envie, c'est pour ça que je suis content d'avoir cette question-là, c'est que je vois aussi les limites de ne pas être suffisamment avec les athlètes. Et je pense que cette notion de proximité elle est importante et c'est pour ça qu'à la fédération on va essayer petit à petit de développer ça, c'est-à-dire d'avoir un scientist à l'INSEP, un à Font-Romeu, un à Marseille, un à Toulouse, un à Antibes, je sais pas. Donc c'est quand même une ambition, même si je pense que voilà, par mes nombreux déplacements, j'étais quand même assez
en proximité avec les nageurs. Parce que si tu peux résumer un petit peu comment fonctionne le haut niveau en natation, parce que autant nous en cyclisme, soit tu es amateur, tu es dans les équipes amateurs, et ça, souvent ils ont des entraîneurs perso, soit tu arrives dans le monde professionnel, tu as des entraîneurs qui sont entraînés par l'équipe, donc par exemple en cyclisme, les entraîneurs nationaux n'interviennent pas sur le monde professionnel. Alors vous, comment ça marche? Est-ce que je sais que tu as toujours des clubs de natation dans les grandes villes, tu as les clubs références, etc. Mais comment ça fonctionne en fait? Est-ce qu'ils sont entraînés par un entraîneur national et après ils dépendent du club, ou est-ce qu'au final ils ont l'entraîneur dans leur club et vous pouvez intervenir que lors des stages? Alors en fait c'est un peu un mix de tout ça, c'est un peu hybride, c'est-à-dire que ce qui est clair et net c'est que c'est quand même, hormis l'INSEP et Forum qui sont deux structures d'État, où là il y a un entraîneur disons national, le reste c'est des clubs, on appelle nous des clubs d'excellence. Donc Marseille, Toulouse, Amiens, Antibes, enfin voilà, Canet, j'en oublie, mais voilà, là c'est vraiment la structure club, il y a l'entraîneur du club, et la fédération est en lien avec le club, mais pas plus que ça. En tout cas, il n'y a pas forcément de directive, ou il n'y a pas un entraîneur national qui vient pour entraîner ça, c'est pas des pôles, au sens où on peut l'entendre. Ou c'est pas comme en judo où on dit à tout le monde tiens tu viens à l'INSEP pour t'entraîner, c'est pas du tout ça. Et parfois même ces entraîneurs de club viennent en équipe de France et suivent leurs nageurs. En revanche, sur le côté optimisation de la performance à la fédération, on est quand même assez proche d'une partie de ces clubs-là. Et ça n'empêche pas que nous, on soit un peu mis à disposition, qu'on ait du temps pour travailler avec ces clubs, et donc pour faire tout un tas de testing physio, technique, etc. Si les clubs nous le demandent, il n'y a pas de souci, et même d'ailleurs une partie des clubs avec qui j'ai commencé à travailler, ça a même plutôt été issus de demandes de leur part, après bien sûr validées par la fédération, pour travailler avec eux. Ok, ouais, donc au final... il n'y a pas de centre national hormis l'INSEP et Forum. Ok, ouais, donc au final, dès que tu as un club qui est demandeur, où vous avez identifié des athlètes qui sont intéressants à accompagner, derrière vous servez de support pour pouvoir accompagner et optimiser, on va dire, sa perf, sans vouloir tout renouveler. Il y a l'entraîneur qui est en place, il a son staff, et toi derrière tu apportes ce que tu peux apporter et répondre un peu aux demandes. Ok. Voilà, même si je pense que c'est vraiment un côté spécifique à l'optimisation, je ne veux pas juger les autres environnements, mais on est un peu le seul, pour l'instant, je pense, secteur où il y a un vrai lien qui peut se faire presque au quotidien avec les outils connectés et tout ça, qui permet de maintenir ce lien, et le fait qu'on soit cadre technique et qu'on puisse facilement adapter nos missions, etc., c'est plutôt facile. En revanche, je me permets aussi de rebondir là-dessus, c'est par rapport à ce que je connais un peu en cyclisme, c'est que nous, tous les entraînements, sauf exception, les nageurs sont avec leur coach, il n'y a pas d'entraînement à distance, etc. Et donc il y a quand même une grosse majorité qui est du temps qui est faite, prescrite par le coach, et où nous on va avoir peut-être un peu plus entre guillemets de mal à s'insérer, ou en tout cas c'est pas forcément évident si on n'est pas là, si on n'est pas présent, d'intervenir. Ouais, parce qu'en natation, du coup, le coach est en contact direct, permanent avec son nageur, alors que par exemple en cyclisme, on passe tous par une plateforme, et toi tu pourrais largement te greffer dessus. En fait, on a une connexion, tu peux voir, tu peux filtrer les données, tu peux prendre ce qui t'intéresse, la remonter. Bon, du coup, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Là, on parle de plateforme, connecter les données, etc. Et vous, comment ça se passe en fait pour établir, mesurer la charge d'entraînement? Est-ce que c'est en volume? Est-ce que c'est en kilomètres parcourus? Moi, c'est toutes ces questions-là. Au final, je me dis, en vélo, c'est simple. On a la montre, on a le compteur, on a le capteur de puissance. Je pense qu'on est un des sports qui mesure le plus de choses et on a accès aux données de manière aisée. Les plateformes permettent de tout connecter. Mais en natation, c'est quand même... Déjà, c'est un sport aquatique, donc d'avoir des outils
dans l'eau. Ouais. Et comment toi tu fais derrière pour utiliser, du moins, comment vous faites la fédération et les entraîneurs pour mesurer tout ça? Yes. Alors, je vais être un peu long, mais je pense que ça va être. J'espère que ça va être intéressant parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. La première, c'est que nous, la fédération, encore aujourd'hui, on n'a pas d'outil systématique qui est imposé aux entraîneurs pour collecter ces données de charge, déjà, sur la partie charge d'entraînement. La deuxième, c'est que, à ma connaissance, il y a peu d'entraîneurs qui quantifient vraiment l'entraînement, et pourtant certains ont été à Toulouse, notamment des précurseurs dans les années 90, et c'est ceux qui ont fait leur thèse qui ont permis de faire à Inigo Mujica sa thèse, donc c'était quand même des sacrés trucs. Mais depuis, je trouve que il y a quand même peu d'entraîneurs qui quantifient vraiment. Et en revanche, pour répondre très précisément à ta question, nous on est beaucoup sur le volume, et le volume en kilomètres. Donc ça, par contre, les nageurs savent très bien combien ils nagent en kilomètres sur chaque séance, par semaine, par mois, etc. On a des très bons repères là-dessus. Donc ça, pour le coup, c'est très bien fait. Après, est-ce que c'est mieux de le faire en volume ou en durée? Ça, c'est une autre question, parce que je pense que si tu regardes le volume de Florent Manodou en kilomètres, il n'est pas élevé. Par contre, si tu le regardes en durée, il commence déjà à l'être un peu plus. Et puis ensuite, quand on croise avec l'intensité, alors là, il y a vraiment, on voit vraiment tout. C'est-à-dire que tu en as qui vont faire des zones un peu classiques à 3, 5, 7 zones en fonction des seuils. On essaye de calibrer ça. T'en as, c'est plutôt donc sur les allures, d'autres c'est plutôt sur l'aspect physio. Ce qui est assez compliqué pour nous, c'est que en fait, on a 4 nages différentes, on a du matériel, on fait des jambes, des bras. Donc ça, c'est vraiment mon sujet de thèse. Et en fait, j'en suis arrivé où quantifier ça de manière précise, pourtant je me suis beaucoup creusé la tête, je trouve que c'est très très difficile. Ouais. Et donc, pour moi, c'est pas... même un entraîneur ne peut pas réellement dire, ou un physiologiste, meilleur qu'il soit, tiens, t'as passé tant de temps dans telle zone, tant de temps dans telle zone. En natation, ça me semble assez difficile par rapport à la façon dont on séquence et on segmente tout ça. Hormis si peut-être on mettait tout le temps les cardio. Donc là, ça fait écho à ce que aussi tu disais, c'est-à-dire que nous... capteur de puissance on n'a pas, on a des trucs qui peuvent compter les coups de bras, mais ça marche pas encore super bien, et même ça c'est pas vraiment de la puissance pure. On fait de temps en temps des lactates, mais c'est vraiment une fois tous les je sais pas combien. Et là les capteurs, ça y est, on commence à avoir les Polar Verity Sense là qui commencent à pas trop mal marcher et qui commence à être utilisé par un certain nombre de groupes. Donc peut-être que c'est ça qui va nous guider. Et moi, dans ce que j'ai vu qui fonctionne plutôt bien, c'est soit le RPE, classiquement, pour peut-être vraiment avoir une charge globale ressentie du nageur, faire une durée fois RPE, ça me semble être actuellement la meilleure solution si on veut un peu estimer la charge des nageurs. Ou éventuellement d'avoir une sorte de Z1, Z2, Z3, l'entraîneur estime ça, même s'il n'est pas archi précis au mètre près, on doit quand même pouvoir avoir une sorte de tendance, même si là encore une fois je ne connais pas le sujet sur le bout des doigts, mais tu vois, est-ce que on va... je sais qu'il y avait pas mal de publis là-dessus, pas trop en natation, mais est-ce qu'on prend le temps effectif, le temps avec les repos Moi, je me passionne de la charge d'entraînement parce qu'au final, c'est quand même un des... Quand tu lis les publications, on te dit que la charge d'entraînement, c'est ce qui permet de faire progresser. Mais de l'autre côté, tu as des publications qui te disent que la charge, dès que tu multiplies par le volume, en soi, il faudrait soit découper l'échauffement, le corps de séance, la récupération. Dès que tu es sur le temps, en fait, c'est indexé. Donc, peu importe les charges que tu prends, plus tu passes du temps, plus la charge le chiffre va être important. Donc, oui, en fait, je me dis, en cyclisme, on mesure beaucoup, mais vous mesurez ce que vous pouvez mesurer actuellement, quoi. Vous êtes quand même plus limité que nous.
Alors, on est clairement plus limité. Et en fait, c'est pour ça que mon avis change un peu tout le temps. C'est-à-dire que, comme tu le dis, il y a tellement de façons de faire et de possibilités de faire des index, etc., machin, que j'ai pas trouvé une méthode idéale. Et donc, je comprends aussi pourquoi peut-être les entraîneurs ne collectent pas tout, parce qu'en fait, ça serait presque une perte du temps, C'est-à-dire qu'après, il faut toujours trouver son ratio. C'est comme les vaccins. Temps passé à recalculer tout. Bénéfices et contraintes. Et là, la contrainte est forte. Quand on veut commencer à faire les choses bien, et comme tu dis, tout découper, échauffe, machin, tout ça, peut-être que tout le temps que tu passes à faire ça, il va pas t'apporter vraiment grand-chose, quoi. L'équilibre est pas top. Ouais, puis en plus, comme tu disais, avec les différentes nages, à mon avis, tu as des coûts énergétiques en plus qui sont différents en fonction de l'expertise du nageur. S'il passe sur tel type de nage, la charge peut être différente. Ouais, au final, ça reste... Tu vois, moi, je me pose la question sur plein de choses, et dans le monde de la charge en cyclisme, et j'en reviens souvent, au final, que le RPE, c'est ce qui marche... c'est ce qui marche le mieux. Tu n'as pas besoin d'avoir plein d'outils, tu peux le mettre en place dès les plus jeunes catégories. Tu éduques l'athlète à formaliser ses sensations. Et en soi, c'est facile. C'est une difficulté entre 0 et 10 multiplié par le volume. Donc ça se fait assez bien à l'échelle de la séance. Un fichier Excel, ça se fait. C'est ça, c'est pour ça que je trouve que c'est assez facile à faire. Et en termes de dose ressentie, je trouve que ça me semble assez précis et facile à comprendre. Donc sur ça, je trouve que ça m'a l'air le mieux pour estimer le total de charge, en tout cas que j'ai vu jusqu'à présent. Ce qui est plus difficile, c'est justement la distribution des intensités. Ouais. Où là, quand on veut vraiment regarder ça et le faire de manière très précise, je trouve que c'est vraiment pas simple. Et parce que nous, en fait, tu passes de, je sais pas moi, une 11 à une 8, c'est que 3 secondes d'écart sur un 100 mètres en nage libre. Tu peux changer, tu peux passer presque de Z1 à Z3, quoi. Donc ça par contre, c'est vraiment pas évident. Ouais, t'as pas encore d'outils qui te simplifient en fait la distribution des intensités. Est-ce que ton cardio, ça arrive seulement Je pense que le cardio pourrait le faire pour une bonne partie maintenant, parce que mais là il faudrait, j'aimerais bien tester ça en fait cette année avec un groupe même de jeunes, de mettre les cardio pendant, je sais pas moi, 3 semaines sur toutes les séances, et d'aller découper ça, même si tu as toujours la limite du temps. Oui, la limite de la fréquence cardiaque aussi. Et voilà, et que sur les très gros efforts, nous on fait beaucoup de sprint de 15 mètres, 25 mètres, le cardio va pas forcément monter très haut. Mais bon, je pense que on serait quand même déjà un peu plus précis qu'avec rien. Mais bon, néanmoins, nous culturellement, voilà, dès que tu mets un cardio à un nageur, en général, il fait un peu la tronche, quoi. Ouais, pour lui, c'est pas normal. Voilà, donc il y aurait quand même ça, ou éventuellement, ce que je vois, tu vois, j'ai récupéré là un petit Moxy Monitor. Je me dis peut-être on aurait ça aussi, mais nous on n'a aucune donnée en direct avec ça dans l'eau, et donc ce serait l'enfer pour tout décortiquer. Parce que même un test lactate en soi, tu vois, j'en fais avec la Fédération Française de Cyclisme. En fait, c'est simple, l'athlète arrive avec son vélo, on le met sur home trainer, tu piques sur le doigt ou à l'oreille ou à la fin de chaque palier, ça se fait quand même assez facilement. Toi, ça doit pas être très simple. Puis le faire sur une autre discipline, ça reflète pas l'activité, donc. Alors en fait, ça, on le fait quand même avec certains coachs. On fait un test progressif comme vous pouvez le faire en vélo pour évaluer là où est le seuil, etc. Par contre, derrière, pour le décliner à l'entraînement, c'est hyper dur parce que tu as fait ton test en crawl, donc déjà ça veut dire que quand tu fais de la brasse, du dos, du PAP, déjà c'est pas du tout pareil. Quand tu fais des jambes, donc déjà tu as pratiquement les 3/4 de l'entraînement que tu peux pas quantifier. Il faudrait que tu fasses un profilage par type de nage. Ouais, mais là du coup après, ça fait multiplier le nombre de tests. Ton athlète il passe une semaine à faire que du test. C'est ça. Et comme je te disais, après, ça pour le coup je maîtrise beaucoup moins ce qui est fait en vélo ou en course à pied, mais nous souvent c'est un 5x2 ou un 6x2.
J'aime beaucoup ce test-là pour profiler et tout, hein, mais après, tu vas avoir une vitesse associée au seuil lactique ou à 4 millimoles, enfin comme tu veux. Ta vitesse, c'est ce que je disais tout à l'heure, admettons, ça va être une 8 sur des paliers de 200 mètres. Si après tu fais des 50 mètres, bah là aussi il faut recalibrer, quoi. C'est-à-dire qu'on le voit bien, hein, on s'était amusé rien que sur des pulses, mais aussi sur des lactates, à faire avec des nageurs un 20 x 100 un mardi, repos 10. On n'avait même pas changé d'ailleurs la distance, on a juste changé le temps de récup. On avait fait un 20 x 100 repos 10 ou un 20 x 100 repos 20. Et bah, le repos 20, il te permettait de rester à 1 et quelques de lactate et à pas trop monter en pulse. Et le repos 10, tu avais une dérive complète de FC et tu étais à 3-4 de lactate. Ouais, donc tout ça, c'est quand même plus compliqué où au final, vous n'avez pas cette chance-là, comme nous, de pouvoir mesurer aussi facilement. Non, ça, c'est vraiment l'enfer sur ça. Ouais, donc au final, tu as quand même le coach qui est vachement important sur sa réflexion et tu as quand même tout est basé sur une partie de sa réflexion sur comment il va mettre en place, il cible bien sur t'as quand même c'est pas une part de hasard, mais tu fais des probabilités en disant bon voilà, mon athlète faut qu'il nage à tant et pour ta distribution de l'intensité, c'est que de l'estimation, quoi. Ah ouais, complètement. Tu peux pas dire à la fin de l'année, tiens, toi, on voit que tu as passé un cap sur telle durée. En plus, je t'ai pas posé la question, mais en plus, vous avez multitude de distances, multitude de nages, multitude de pratiques, et au final, d'un point de vue énergétique, tu balayes de la filière glycolytique jusqu'à... Tu vois, je sais même pas à partir de combien de mètres tu considères qu'on est sur un effort plus orienté endurance par rapport à un sprint. Je vais te répondre juste après à ça, mais juste avant, c'est ça, hein, c'est beaucoup le coach qui estime lui-même. Après, je pense que les coachs ont l'expérience et tout ça. Et puis, aussi, on a culturellement pas trop de personnes qui sont là aussi pour faire ça. Hein. Donc, je pense que c'est lié à ça. Hein. L'entraîneur peut pas non plus tout faire, à mon sens. Et en revanche, quand même, là où je trouve qu'ils sont super forts, et voilà, un mec comme Philippe Lucas qui souvent dit qu'il aime pas les datas, lui, pour avoir fait, j'ai dû entraîner de temps en temps, coacher des séances qu'il donnait à ses athlètes quand c'était pas là. Il te dit, tu vas aller à telle allure, telle allure, telle allure. Alors, c'est pas forcément très physiologique, hein, c'est plutôt, comment on appelle ça, le pace-based, là, je sais plus comment, voilà. Mais pour le coup, il a ses repères et il sait très très bien à quelle allure il veut c'est nageur. Alors c'est assez empirique, mais pour le coup, il y a quand même, on a vraiment des repères sur les allures. Oui, lui, il a ses repères, il connaît les valeurs, les perfs max de son athlète. Et s'il veut le faire travailler quelque chose en particulier, il met en place des choses derrière. Donc on a souvent cette entrée-là qui est beaucoup plus basé sur par rapport à l'allure de course, tout ça, que basé sur une réponse physiologique. Alors bien sûr, moi ça me perturbe en tant que physiologiste, mais je pense que les entraîneurs en natation ont une grande capacité sur ça. Je trouve que ça a l'avantage d'être très compréhensible par les athlètes. Typiquement Philippe Lucas, je pense que c'est un de ceux qui, entre guillemets, s'embête le moins avec des éduques, des trucs, et donc ils ont une part quand même assez importante de nage complète en crawl qui fait qu'il peut utiliser ça, je pense, de manière assez efficiente. En revanche, c'est aussi là où, à mon sens, tu peux quand même t'as un risque d'être trop souvent trop fort, quoi, hein. Parce que toutes les fois où tu peux pas respecter l'allure théorique, tu vas être au-dessus de ce que tu devrais faire, quoi. Et puis du coup, comme tu peux pas contrôler l'intensité de manière directe, en soi, tu peux arriver sur des périodes où l'athlète est un peu en surcharge d'entraînement. Et toi, c'est aussi pour ça que moi j'avais déjà lu tu avais bien développé le HRV en natation. J'y reviendrai après. Temps collecte. Pour le coup, sur ça, on a... vous êtes, on va dire, spécialisé sur ce que tu peux mesurer à côté. Comme tu es limité dans la pratique pure, en fait, tout ce que tu peux mesurer à côté. Mais c'est hyper intéressant. Tu vois, je me dis, juste avant qu'on fasse le podcast, j'étais en train de faire un plan d'entraînement.
Donc moi je suis sur Nolio, j'ai la plateforme qui me collecte tout et tout. Je me dis bon voilà, je peux mesurer. J'en ai un qui a rajouté un bracelet Whoop, tu vois, donc j'ai le Whoop. Tout arrive sur une seule plateforme. Et toi à côté, en fait, tu as juste l'entraîneur qui est présent sur place. Mais après l'entraîneur voit ses athlètes, donc au fur et à mesure, il les connaît par cœur. Il voit direct si la nage se dégrade, c'est peut-être qu'aujourd'hui il est pas au top. Donc tu as l'échange aussi qui fait que moi je l'ai pas forcément à distance. Je suis pas aux entraînements avec mes athlètes, donc je peux pas permettre de faire des retours, alors que toi l'entraîneur il voit que l'athlète est pas top aujourd'hui, bon bah il réajuste la séance quotidiennement. Ouais, Mais bien donc sûr. toi du coup quand tu bosses avec différents entraîneurs, bah, en fait ils doivent tous avoir une vision un peu différente, même s'il y a une finalité quasi identique, la perf sur 100 mètres, sur 200 mètres, mais ils ont tous une manière différente d'aller chercher la perf. Ouais, non, mais ils ont tous une manière différente, ils ont tous une manière à la fois d'entraîner, ou pour ceux qui quantifient, même de quantifier, comme je disais tout à l'heure. Après, comme tu le dis, c'est essentiellement l'œil du maquignon et le ressenti qu'ils ont. Et je pense que, voilà, encore une fois, moi je suis impressionné par je pense, l'expertise qu'ils ont juste avec leur œil et le fait de voir les nageurs, etc. Mais c'est vrai qu'on est quand même, quand on discute, du coup, c'est quand même beaucoup d'hypothèses et rarement des vrais data là-dessus. Donc ça, c'est pour ça qu'on essaye petit à petit de faire bouger un peu ça. Alors sur la partie évaluation, on a quand même, j'en ai pas parlé, mais il y en a quelques-uns qui bossent avec, je sais pas si dans le monde du vélo c'est une référence, mais avec Jan Olbrecht, sur l'évaluation des capacités énergétiques, VLA max, VO2 max, Ouais. des trucs comme ça. Donc ça, il y a quand même des choses qui arrivent un petit peu, et nous on a essayé de le faire, notamment avec l'eau libre, de regarder ça, mais par contre de le calibrer derrière à l'entraînement, là c'est vraiment dur. Et, et ça, ouais, non, il n'y a pas de plateforme, tout ça. Par contre, quand on me demande comment moi je vois les choses dans le futur, pour le coup, je suis assez persuadé que on voit quand même de plus en plus de groupes d'entraînement pro à l'étranger, ou ce que commence à faire Florent Manodou, etc. Il y a quand même une part de j'ai un entraîneur qui me fait un plan, moi je m'entraîne tout seul, je fais remonter un peu des datas ou des trucs. Alors, je sais pas si c'est bien, mais je trouve qu'il y a là aussi un équilibre à trouver. Mais le fait de ne pas avoir trop de data va imposer que tu sois là tout le temps, ça c'est sûr. Mais si tu arrives à faire rentrer un peu plus de data, je ne suis pas persuadé que ça sert à quelque chose que l'entraîneur soit tout le temps présent non plus. Ouais, tu peux laisser plus de liberté aussi à tes athlètes du coup. Ouais, parce que je pense que ça limite aussi l'individualisation. C'est-à-dire que quand tu es un entraîneur, que tu as un groupe de 10 et que tu les entraînes ensemble, les 10, c'est quand même assez difficile. Alors c'est toujours possible, j'en vois qui s'en sortent très bien, mais c'est quand même assez difficile déjà d'individualiser le programme, mais encore plus d'individualiser si tu n'as pas de data qui te permettent de le faire. Ouais, telle allure pour tout le monde aujourd'hui, bah, peut-être pour un aujourd'hui, ses seuils ça. ont évolué, il a progressé, il fait la séance encore en endurance, alors que l'autre d'à côté, il est au début du deuxième seuil et la séance est commune et ça n'a pas le même effet d'un point de vue physio. Exactement. En fait, tu vois, je me dis, tu as encore au fichier Excel et au bloc de notes pour réfléchir, alors que nous, à côté, bah, entre guillemets, c'est facile. J'imaginais un peu plus, tu vois, je pensais qu'il y avait plus de mesures que ça, alors qu'au final, tu peux arriver avec ton athlète, ton entraîneur qui bosse à l'ancienne, il peut te dire, il n'y a pas de distrib d'intensité, il y a... Par exemple, je peux te dire, voilà, le groupe de Philippe Lucas, il y a, à mon sens, à part le chrono, il y a 0 mesure. Sur la partie entraînement, je parle. 0. Après, sur... bon, c'est peut-être l'extrême, hein, voilà, c'est un peu le contre-exemple peut-être, mais après, sur la majeure partie des grosses structures, INSEP, Marseille, Canet actuellement, Amiens jusqu'à présent, tout ça, à mon sens, il y a quand même peu de lactates qui sont faits à l'entraînement. On en fait un peu en compète, de temps en temps sur certains tests de profilage, comme je te disais, mais pas pour contrôler l'intensité. Certains, pour le coup, utilisent des pulses de temps en temps sur certaines séances aéro pour pas aller trop haut. À fond comme ils font ça pas mal. Il y a pas mal de ce qu'on appelle des CAF, là, des pôles espoirs, qui s'y sont mis dernièrement. Donc ça arrive bien.
Il y en a certains qui quantifient quand même de manière assez poussée, à Toulouse, etc. Et cette culture qui est restée. Mais dans le contrôle des constantes, enfin des variables à l'entraînement, il n'y a quand même pas grand-chose, hormis les allures. Ouais, c'est la seule chose que vous pouvez mesurer et au final, ce que tu es capable de retrouver, même pour tes athlètes, pour avoir un parcours sur 100 mètres, en fait, c'est le chrono dans tous les cas. À 100 mètres, le but c'est de nager le plus vite, donc c'est votre référence. Ouais. Au final, j'avais Adrien CDO qui nous avait montré l'application qu'ils ont développée avec vous. Tu tapes le nom d'un athlète, en fait, tu es capable de trouver depuis ses championnats, depuis les plus jeunes catégories, tout son parcours, par exemple un historique sur 100 mètres, et tu peux voir ses progressions et tout. Au final, nous, c'est plus difficile parce que même vous, ça reste un 100 mètres, peu importe dans n'importe quelle piscine. Ah oui, non, soit c'est sur ça, on a des belles données, oui. Soit c'est un bassin de 25 mètres, soit c'est un bassin de 50 mètres, mais dans tous les cas, voilà, ça reste la même chose. Alors que nous, au final, tu fais un test VO2, ça va être tel protocole. Tu vas faire un test PMA sur le terrain, mais oui, mais tu le refais dans une autre ville, tu es pas sur le même terrain, donc tu auras des valeurs différentes. Donc, ouais, alors que vous avez quand même, d'un côté, la galère de collecter des données et de manière pas facile de trouver tous ces éléments-là. Nous, de l'autre côté, on a tous les éléments, mais on n'a pas la standardisation du terrain ou des compétitions. Ouais, c'est clair. Et je pense que ça se... Après, quand même, je trouve que dernièrement, pour faire un regard critique, c'est qu'on a... Voilà, comme je te disais, les capteurs de FC, maintenant, ce serait pas trop dur d'utiliser. Sur toute la partie à sec, en muscu, avec tous les outils connectés, les profilages force-vitesse et tout, on pourrait quand même faire pas mal de choses. Et donc on a fait une thèse là, tu dois connaître Yanis Rento qui est parti sur le profilage charge-vitesse dans l'eau, force-vitesse à sec. Donc on a essayé de faire un peu bouger les choses, mais tu vois encore que même sur les préparateurs physiques, il y en a peu qui utilisent vraiment les données en natation, enfin à sec pour des nageurs. Et donc je pense que ça illustre aussi le manque de culture de la data sur ça. Parce qu'en revanche, on voit beaucoup de nageurs qui progressent en force max à sec et qui, alors je pars un peu sur d'autres trucs, mais c'est assez lié pour moi, et qui progressent pas dans l'eau. Donc tu peux te poser la question de quel est l'intérêt de faire de la force max si derrière dans l'eau le transfert se fait pas aussi. Il n'y a pas de transfert. Ouais. Et en fait, je dis juste ça pour dire que je pense que finalement, j'ai l'impression qu'en vélo, tu as la culture de la data qui est prégnante et que du coup, ça fait que être exponentiel. Et qu'en fait, en natation, on n'a tellement pas cette culture-là que du coup, ça bouge pas beaucoup. Après, nous, c'est parce qu'au final, tu vois, le capteur de puissance, ça fait... Moi, tu vois, perso, j'ai jamais été athlète professionnel, j'ai jamais été à haut niveau. Mon premier capteur de puissance, je l'ai acheté, j'avais 18 ans. Donc, tu vois, j'ai 31 ans, on est la même génération. J'ai acheté mon premier capteur de puissance en 2011. Donc, tu vois, aujourd'hui, 2011, ça fait quelques années que la puissance, pour moi, c'est courant, tu vois. Donc, et là, en fait, t'as tout qui se développe avec les plateformes, on a Strava, les vélos arrivent aujourd'hui avec un capteur de puissance, donc quasi n'importe quel athlète a un capteur. Des pédales, tu les as pour 600 €. Au final, un junior, il achète une paire de pédales, il a 2 vélos, il démonte ses pédales, il les met sur l'autre vélo. On a la mesure de la puissance. Donc on a cette culture-là, plus tu as les équipes étrangères qui sont arrivées avec la culture des gains marginaux. Donc ouais, ça tire vers le haut. Aujourd'hui, tu te dis, si tu fais pas le minimum, en termes de perf, tu vois, c'est ce que je dis à mes quelques athlètes professionnels que j'entraîne, c'est qu'aujourd'hui, on a beau mettre en place l'entraînement, en fait, il n'y a pas que l'entraînement, tu as tout à côté aussi à maîtriser, parce qu'au final, le niveau il s'est tellement élevé que juste l'entraînement, ça suffit plus pour être performant. Même si c'est tu t'entraînes pas, tu peux pas être performant, mais tu as tout ça, tu as tout à maîtriser. Alors que vous de l'autre côté, c'est pareil, mais en fait, sur l'entraînement, tu vois, nous on se pose les questions, est-ce que c'est mieux de polariser, est-ce qu'il faut avoir un entraînement pyramidal et tout. Toi, en fait, tu n'as pas de mesure directe sur tout ça. Ouais, non. Nous, tu regardes les études, ça entre course à pied et vélo, en fait, t'as plein d'études là-dessus. Et toi, en fait, c'est encore comme tu dis, l'œil de Maquignon, la méthode de l'entraîneur et le peu de mesures que tu peux avoir. Ouais, puis pour le coup, je suis assez serein avec ça, parce que je te dis, c'est dans mon étude expérimentale de thèse, je devais quantifier tous les entraînements et on n'y arrivait même pas avec précision à cause de tout ça,
on a quand même réussi à le faire, à quantifier, mais en sachant que c'était pas forcément ultra précis. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je suis un adepte de la polarisation, globalement. Mais je mets d'extrêmes nuances dans ce que je dis, parce que déjà, dans ce qu'on a observé, je suis pas super sûr de ce qu'on a pu voir. Et puis également, parce que là, quand on discute avec des coachs, moi, je peux pas vraiment savoir quelle est leur distribution de l'intensité. Et comme je te disais, on a fait dans une étude sur Axel Raymond, qui était champion du monde du 25 km, on a essayé de tout quantifier avec sa coach sur 6 mois. La façon dont moi j'ai quantifié ça il y a 6-7 ans, aujourd'hui je le changerais, et ça changerait complètement la distribution qu'on a sortie dans un papier. Donc ça c'est fou. Parce que lui, il a ces 2 seuils, à mon avis, qui sont collés, et qu'en fait, lui, je sais plus exactement, mais à 1,45 au 100 mètres ou à 1,40, il change de zone. Donc, c'est fou de te dire que en fait t'as tellement pas d'approximation, c'est de l'approximation en fait. Quand tu fais ta charge, tu l'estimes et du coup tu peux pas te baser là-dessus parce que tu connais les biais de ta charge. Donc te baser que là-dessus, t'as trop de biais en fait pour avoir des certitudes à 100%. Donc, mais ce qui est pas mal d'un côté, parce qu'au moins bien sûr j'aimerais avoir des données plus précises, mais au moins ça permet ça laisse place un peu plus à l'interprétation, à voir que les datas ça ne dit pas tout le temps. Une remise en question permanente en fait. Certes, tu vas te dire je pense que ça tend, et 2 ans après tu as un outil qui arrive qui te permet de mesurer et de te dire en fait il y a 2 ans ce que je pensais c'est pas aussi vrai que ce que j'ai imaginé. Donc ça va être hyper intéressant ton boulot, et le fait que là tu as les technologies qui arrivent de plus en plus, ça te permet peut-être des hypothèses au fur et à mesure, soit d'en rajouter ou soit d'en retirer ou d'en exclure en disant en fait ça, et à plus les échanges avec les coachs, en fait t'as encore pas mal de choses pour maîtriser tous ces aspects là. Mais est-ce qu'au final, tu vois, on peut même se dire aujourd'hui, est-ce que maîtriser ou mesurer toute la charge d'entraînement en natation, ça serait pas un frein à la perf aussi, quand tu vois ce que vous faites là? Non, mais par contre, j'ai oublié, mais sur les RPE, tu vois, on l'a fait avec Florent Manoudou, on l'a fait avec Charlotte Bonnet. Et en fait, à chaque fois, moi, ce qui a été top, c'est quand même en fin d'année. Alors certes, j'ai pas du tout pu leur dire c'est quoi ta distribution d'intensité, tout ça. Par contre, j'ai pu assez bien dire, alors avec peu de recul, puisqu'on n'avait pas forcément donné avant, mais un exemple simple, maintenant elle a arrêté, je pense qu'elle ne m'en voudra pas si j'en parle, mais quand elle s'entraînait avec Philippe Lucas, justement Charlotte Bonnet, sur l'échelle de Borg, donc de 0 à 10 ou 5 c'est déjà difficile, je sais plus, mais de mémoire, elle avait 60 à 70% de plus que 6 ou 7 de RPE. Ouais, donc je sais pas si c'était bien ou pas, mais en tout cas ça te permet quand même déjà d'avoir une estimation de la charge, et si tu le fais 2 années de suite, tu peux quand même comparer en fonction de la période. Voilà, en fonction de la période, etc., la distribution de tes séances comme ça. Oui, même à l'échelle hebdomadaire, du coup, en fait, tu peux voir donc chaque semaine comment ça évolue. Ça, on l'avait bien vu, et avec Florent, on a ça aussi, et on l'a sur plusieurs années, donc tu peux aussi voir comment c'est à croiser, et c'est ça qui est cool pour nous avec la perf, puisque là, la perf chronométrique sur 50, alors tu as toujours des trucs techniques, etc., mais voilà, c'est des choses qu'on commence à essayer de faire avec une autre thésarde en maths qui va essayer de combiner un peu ces données pour avoir un peu plus de billes. Et sur cet aspect RPE, je trouve que c'est en ça où il est quand même intéressant pour voir comment tu as ressenti le truc sur différentes périodes, quoi. Ouais, plus la collecte, au final, ce qui se fait assez bien. En soit, tu peux mettre ça en place sur des suivis. Là c'est 3 secondes, ça te prend 3 secondes à le faire. Bon, pour le coup c'est à l'athlète de le faire, pas au coach, et c'est à chaque séance, mais bon, ça prend à chaque fois 3 secondes, quoi. Oui, c'est ce qui est le plus facile à mettre en place en soi. Voilà. Non mais c'est hyper intéressant en fait de me dire, moi je me prends la tête, et des moments on a plusieurs types de charges d'entraînement, charge interne, charge externe, etc. Et de l'autre côté, au final, le RPE semble dans tous les cas être quand même une métrique qui est quand même assez fiable, peu importe les sports finalement. Oui, je suis d'accord avec ça. Donc ça
Ça c'est top, à des moments on se prend la tête à vouloir mesurer, etc. Plus là, on peut en parler, mais le HRV, moi j'ai des athlètes qui ont le bracelet Whoop. Alors d'un côté, moi perso, j'ai le frein. Tu vois, avec les athlètes que j'ai, c'est qu'au bout de 10-15 jours, en fonction du protocole que tu veux leur mettre en place pour mesurer le HRV, les mecs le font déjà plus. Parce que c'est quand même une sacrée contrainte. Je sais pas quel protocole tu fais toi, si c'est 10-10 ou 5-5, bref, tu pourras expliquer après. Mais et je sais plus ton tweet où j'avais vu sur certains athlètes, t'as je sais plus combien de données mesurées sur des mois, quoi. Ouais, donc là pour le coup, c'est le bonus. Enfin, autant sur la partie entraînement, on n'a pas grand chose, autant sur la partie variabilité cardiaque, et nous on utilise beaucoup la Bagura. Là, on commence à avoir beaucoup de données. Et j'ai pas fait ça exprès parce qu'on n'avait pas de données à l'entraînement, c'est pas du tout ça pour le coup. Mais pour la petite histoire quand même, après je vais en parler, mais moi, dans le cadre de ma thèse, j'avais besoin de me former à la variabilité cardiaque. J'ai fait la formation qui était faite par l'INSEP, là, 4 ou 5 fois 3 jours. J'ai lu quelques publis. J'ai testé ça d'abord sur le nageur de l'INSEP. Il y a la coach d'Axel Raymond qui m'a dit tiens, j'aimerais bien que tu m'aides, en ce moment il est cuit, je voudrais que tu vois ça. Assez rapidement, par rapport à ce que j'avais pu apprendre, il est allé mieux, la coach a super adhéré, donc il a fait ça tous les jours pendant très très longtemps. Derrière, l'INSEP a été intéressé, ça a bien marché, tout ça. Après Marseille, après c'est un autre collègue qui a fait ça. J'avais un autre collègue qui avait commencé aussi un peu avant moi. Et en fait, ça a très très bien pris auprès des coachs. Alors pourquoi, c'est un peu difficile de savoir, mais je pense que typiquement, ça prenait pas de temps sur l'entraînement. C'était non invasif, c'était assez facile de collecter les données. Via les technologies, tout ça. Et donc nous, il y a vraiment eu un effet boule de neige qui fait que maintenant 80% des nageurs font des analyses HRV avec nous. Donc c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure au niveau des clubs où en fait on bosse avec les clubs de la Fédé. Et là, effectivement, donc nous le protocole c'est 5 minutes couché, 5 minutes debout le matin au réveil. Okay. On fait ça, là c'est vraiment à la demande des coachs, mais 2 à 3 fois par semaine en général. Souvent c'est fin de semaine, début de semaine, et puis t'en as qui aiment bien rajouter, l'entraîneur à l'INSEP, il aimait bien rajouter le mercredi pour avoir un petit point, le mercredi pour savoir s'il en rajoutait un peu ou pas à ce moment-là. Donc ça pour le coup... Alors j'ai plein de choses à dire, donc tu me poseras des questions aussi. Moi ça m'intéresse parce qu'au final, tu vois, j'ai des athlètes qui ont le Whoop depuis... alors j'en ai qui l'ont depuis 1 mois, d'autres qui l'ont depuis 6 mois. Alors, je fais pas plus de traitement que ça, tu vois, perso je regarde la tendance du HRV et de la fréquence cardiaque au repos. Sur le Whoop, je me suis intéressé, sur les publis scientifiques, au final ils te disent que le HRV est mesuré lors des 5 dernières minutes de sommeil profond. Donc tu dépends quand même de l'algo. T'as ce biais-là qui fait... Donc du coup, tu vois, je fais pas plus de calculs que ça. L'avantage, c'est que j'ai cette mesure-là qui remonte sur Nolio tous les matins. Dès le réveil, le Whoop est synchronisé. Je regarde un peu en disant, voilà, dès qu'on sort un peu dans la zone où l'impact de la séance des séances précédentes, et tu vois, je me base pas que là-dessus pour bosser, mais je me dis, tu vois, quand tu fonctionnes en cycle traditionnel de 3 semaines, 1 semaine, est-ce qu'au final, en 3-4 jours, l'athlète n'est pas déjà revenu à son niveau de base, ou au final, est-ce qu'il ne faut pas 10 jours avec de la basse intensité pour revenir? Tu vois, j'ai plus l'utiliser comme aide pour ajuster mes idées, tu vois. Nous, c'est assez proche d'être ça, c'est-à-dire que nous, souvent, je pense que ça a assez bien rapidement matché avec les coachs, parce que sur un groupe de 10, tu vas toujours en avoir un qui va être un peu fatigué ou un peu malade. Nous, on va l'observer parfois avant qu'il soit malade. Donc l'entraîneur, il va se dire « Ah ouais, purée, il a vu ça, mais comment il fait ?» Du coup, ça l'interpelle et assez rapidement, je pense qu'il fait confiance. Et comme je te disais, Axel Raymond, je pense que ça faisait un moment, ils étaient un peu perdus, sa coach le dirait, ils étaient un peu tout le temps au charbon, et donc moi j'ai dit de faire un peu de basse intensité, puis c'est remonté, donc voilà.
Donc tu as souvent ce genre de choses. Pendant le Covid, des fois j'en avais à l'époque où les PCR c'était 48 heures. Tu te disais, bon bah là il a fait un test, il est à plus 6-7 pulses que d'habitude. Bon, si en plus il sent pas bien, a priori tu peux valider que c'est ça. Donc ça, je pense que les entraîneurs faisaient assez bien confiance. Et nous, on l'utilise effectivement beaucoup plus sur l'aspect garde-fou, alerte, ou réajuster un peu de temps en temps, que sur vraiment marquer des adaptations physiologiques à long terme. Ça, on regarde un petit peu, mais déjà, je pense que c'est pas le meilleur outil forcément pour faire ça. Après, là, récemment, on a vu des trucs quand même de fou. Voilà, tu me disais, sur Axel Raymond, je crois que j'ai 1300 tests. Sur Maxime Rousset, j'en ai 800. Ouais, donc ça fait plusieurs années. Voilà, depuis 7 ans, sur Maxime Grousset, bon après je ne vais pas donner les détails puisque c'est donné à lui, mais sur 7 ans, on a suffisamment d'historique pour voir comment sa fréquence cardiaque, couchée, debout, elle a évolué, les tendances qu'on voit. Donc là, on voit vraiment quand même une part de l'entraînement et on peut commencer à discuter sur ça, même si encore une fois, c'est difficile à croiser avec la charge qu'il a eue puisque celle-là, on la connaît peu. Et donc ça, ouais, on l'utilise vraiment beaucoup. Et c'est ce qui est assez cool aussi, c'est que derrière, ça génère des discussions avec les coachs sur justement comment est-ce qu'on peut distribuer l'intensité, comment est-ce qu'on va gérer son affûtage, quand on part en altitude, comment on va gérer la période d'acclimatation, quelle stratégie de récup on peut avoir sur le bain froid, des trucs comme ça. Et donc on va, parfois c'était même avec certaines mesures sanguines, on a vu des corrélations. Alors parfois est-ce que c'est le hasard, est-ce que c'est pas le hasard, c'est toujours difficile de savoir, mais parfois on élimine certaines hypothèses, donc ça je trouve ça cool. Parfois on va les creuser un peu plus, et parfois ça va faire parler les athlètes, ce que si on n'avait pas eu la donnée, ils l'auraient pas dit. C'est-à-dire que je peux te donner plein d'exemples, mais ouais, t'amènes du questionnement au final par rapport à ton chiffre. Ah tiens, c'est bizarre, on remarque que ta FC du matin elle est plus haute. Est-ce que tu te sens fatigué? Est-ce que t'es malade? Et en fait, tout ça, la tête au jour. Ah bah c'est parce que j'ai pas bien récupéré de la veille. Ah bah peut-être pas que ça, quoi. Et donc même pour tes coachs, au final, ça leur apporte du grain à moudre au final, parce que complètement. Et là, quand t'as pas de mesure, au final, c'est une des seules mesures qu'ils peuvent avoir sur l'effet de la charge, on va dire. Donc du coup, tu leur apportes un élément et que pour un athlète, en fait, t'es plus là pour leur mettre un petit coup de frein à main qu'autre chose, quoi. Tiens, c'est bizarre, ça change. Peut-être lève le pied. J'avais prévu la récup la semaine prochaine. Fais-le peut-être dès maintenant. Ouais, c'est exactement ça. J'ai vraiment beaucoup d'exemples là-dessus, mais ça permet à l'entraîneur de soit mettre un frein parce qu'on voit que c'était pas prévu, et voilà, ou parfois à l'inverse, même si c'est vrai que ça arrive rarement, mais de se dire là, faut peut-être que je peux peut-être en rajouter un peu parce que je vois que le gars il est frais depuis longtemps, ou des trucs comme ça. Ouais, ça permet d'apporter de l'individualisation. Voilà. Ou même sur certains aspects, sur le test debout, alors c'est peut-être un peu moins fiable, mais je sais pas s'il faut rentrer dans les détails, mais autant la partie couchée, voire l'aspect équilibre parasympathique, orthosympathique, je trouve que c'est pas trop dur. Autant sur la partie debout, il y a un mélange entre, je parle un peu technique, mais l'orthosympathique et le baroréflexe qui se confondent pour moi. Mais ça nous est arrivé, notamment pour parler concrètement sur les JO, où il y avait une fille qui avait mal aux jambes, c'était déjà son ressenti, au milieu de la compète. Moi, sur le test debout, je voyais pas de tonus. Le coach vient m'en parler, de l'INSEP. J'en parle à la prépa physique. Donc on discute, elle essaye de comprendre ce que je lui dis et moi de lui expliquer ce que je trouverais qui serait bien pour activer ça. Ils ont fait une petite séance, un peu de plio, tout ça. Et le lendemain, c'était x10 la valeur que moi je regardais debout. Alors pareil, peut-être c'est un hasard, peut-être voilà. Mais l'intuition.
En tout cas, c'est un process d'individualisation, ça fait partie d'échanger des compétences et des hypothèses au sein du staff, et en plus, ça peut donner confiance à l'athlète. Oui, dans ce cas-là, oui. Dans ce cas-là, oui. Dans ton exemple, oui. Ça serait l'inverse, tu dirais, ouais, comment tu justifies... Ouais, mais voilà, c'est toujours compliqué. Voilà. Et tu parlais que tu bossais beaucoup avec Oura, les bagues Oura, et tu as fait une petite comparaison entre ton protocole 5.5 et la mesure que Oura te ressort après la nuit de sommeil. Ouais, je l'ai fait, mais je l'ai pas fait scientifiquement ou d'un point de vue c'est-à-dire j'ai pas fait des purs stats. Tu as fait sur quelques athlètes qui avaient j'ai regardé comme ça. Faire les deux. J'ai regardé tes valeurs, ça semble cohérent ou... Et ça semble assez cohérent. Sur moi déjà, je l'ai fait. Sur certains athlètes qui avaient du coup à la fois le protocole HRV et la Oura. Et on l'a même vu sur 2 nageuses qui avaient Oura, HRV et qui prenaient leur mesure du cycle hormonal, du cycle menstruel. Et on a vu les mêmes résultats on a vu par exemple une baisse de la fréquence cardiaque sur Oura et sur HRV juste au moment des règles ou juste avant les règles. Et donc ça pour moi, c'est-à-dire que souvent ça va dans le même sens. C'est-à-dire que si tes pulses sur le HRV elles baissent, tes pulses sur la Oura elles baissent, etc. C'est pas forcément la même valeur. Pas au même chiffre exactement. Mais en général ça va dans le même sens. Même si ce qu'il faut quand même savoir aussi, parce que là j'avais un peu bossé le sujet, c'est que t'as pas non plus forcément ta fréquence cardiaque de nuit n'est pas forcément ta fréquence cardiaque du matin. Même si en général elle est assez bien corrélée, c'est pas forcément tout le temps ça. Et peut-être que même quand c'est différent, ça peut peut-être vouloir dire aussi quelque chose, quoi. Typiquement, peut-être que tu as des pulses encore un peu hautes en milieu de nuit et puis tu es en train de récupérer et puis en fin de nuit, elles commencent à être plus basses, des choses comme ça. Après, nous, du coup, c'est vrai que sur la Oura, on a un peu 2 utilisations, c'est-à-dire que tu as le profil des nageurs à qui on a voulu mettre la Oura pour le sommeil, exclusivement, c'est-à-dire qu'ils avaient déjà le HRV protocole 5.5, on a voulu rajouter le sommeil, la Oura pour bosser sur le sommeil. Donc là on va pas trop regarder le HRV. C'est pour ça que je suis pas allé trop, j'ai pas pris le temps en fait trop de faire les comparaisons. Et après on a le profil des nageurs qui veulent pas faire le HRV comme tu disais le protocole, mais qui du coup veulent bien utiliser la bague parce que ça leur prend pas de temps. Et là on va quand même essayer de se servir des données HRV qu'on collecte sur la Oura, et je rejoins totalement ce que tu disais, c'est-à-dire que peut-être que c'est pas hyper fiable ou ça ne donne pas autant d'infos que ce que donnerait le protocole HRV. En revanche, tu as une donnée tous les matins, tous les jours, quand tu regardes la tendance, t'es quand même à peu près dans le vrai, je pense, et ça pour suivre à la fois les nageurs et quelques athlètes là en plus, tu vois que c'est assez propre là-dessus, quoi. Donc je trouve qu'il y a une belle... quand on parlait de ratio, ça te coûte rien à part de connecter ton téléphone en Bluetooth et de charger la bague une fois tous les 5 jours, et tu as des données tous les jours. Même si elles sont pas les plus valides du monde, quand tu regardes la tendance, je pense que tu vois quand même des vrais trucs, et donc c'est vraiment intéressant, quoi. De la manière de la mesure en soi, la bague mesure la même chose tous les jours. C'est sa précision qui est peut-être un petit peu différente. Ouais, c'est ça. Et pour le Whoop, au final, c'est l'algo. Donc oui, l'algo peut se tromper. Est-ce que tu es en sommeil profond ou pas profond au moment des mesures? Oui. Mais ça reste au final, pour l'athlète, c'est pas du tout invasif. Il a juste à porter le bracelet et réussir à dormir avec et bien penser à le charger, quoi. Donc en soi, c'est quand même... Mais ouais, tu vois, c'est... J'avais essayé d'imposer de faire du HRV avec mes athlètes. Donc moi, j'avais toujours lu, tu vois, d'essayer de le faire au quotidien pour avoir plus de précision. Et en fait, j'en ai qui bâchent le truc direct. Donc, après, je me suis dit, si c'est pour tous les jours faire le gendarme et dire pense à faire tes mesures HRV, plus après, il faut quand même standardiser le truc. C'est est-ce que tu vas aux toilettes avant, tu vois, que tout soit fait tous les jours, parce qu'au final, si c'est mal fait,
bah, c'est pas propre et derrière c'est une galère. Et je suis pas expert, donc du coup si je passe du temps à essayer de comprendre le truc et galérer, je veux dire, en fait je perds plus de temps qu'autre chose pour... Non, mais ça, je comprends bien, avec quand même moi ce que j'avais de la difficulté au départ à proposer ce test, notamment par rapport au test debout. Et en fait, comme ça a pris vraiment un essor et que en fait tout le monde l'a un peu fait côté natation, je pense qu'après, il n'y a pas quelqu'un qui vient dire bah non, moi je vais pas le faire quand en fait tu as 9 sur 10 qui 9 sur 10 qui le font, etc. C'est-à-dire que même au water polo, ici à Marseille, alors pour le coup il y en a qui le font pas trop, mais tu vois, tu as des gens qui arrivent de l'étranger, qui n'ont pas du tout cette culture-là, etc. Bon, après, ils sont quand même payés par le club, donc ils sont quand même pas obligés de faire certains trucs, mais il y en a qui ont 35 ans, qui ont des enfants et tout, tu peux te dire, bon, enfin... Et en fait, quand même, au final, je trouve qu'on a réussi à plutôt bien le faire. Oui, comme les autres le font. Au final, ça fait l'effet boule de neige, comme tu disais. Comme les autres le font et qu'ils voient que ça a de l'importance et qu'on y accorde de l'importance et de l'intérêt, je pense que ça a plutôt bien pris de ce côté-là. Même si, encore une fois, je trouve que, voilà, une fois de plus, Florent Menodou il résume bien le truc. Il illustre bien ça, c'est que lui, au départ, quand il est revenu de son comeback, il a fait le HRV, on bossait ensemble sur le HRV jusqu'à Tokyo. Et puis après Tokyo, assez rapidement, il est passé à la bague. Et lui, ça lui correspondait beaucoup mieux parce que ça lui coûtait beaucoup de devoir faire un test de 10 minutes le matin. Ouais, c'est une contrainte pour l'athlète quand même au final. C'était une contrainte, alors qu'avec la bague, il avait des données tous les jours. Sans contrainte. Sans contrainte. Donc je comprends tout à fait qu'il soit passé là-dessus, quoi. Ouais, puis en plus, en fonction de ton athlète, t'en as qui sont peut-être adeptes de la data, donc ils vont avoir compris le truc, faire le bon protocole pour avoir plus de précision. Et t'as ceux qui ils comprennent pas forcément l'intérêt ou qui ont pas envie. En fait, la bague ou un bracelet, c'est la solution pratique pour toi derrière. Donc au final, ça revient aussi sur ma question de domaine d'intervention. Au final, quand tu fais du HRV avec des athlètes, en fait, il y en a, ils le font même quand t'as pas forcément une visu sur eux toute l'année, mais ils font le HRV toute l'année. Donc toi, quand tu arrives sur des stages, etc., tu peux déjà quantifier où est-ce qu'ils en sont. Ah bah ça, par contre, c'est ça qui est top, et je pense que c'est un peu dur je veux pas paraître prétentieux, mais pour le coup, je pense que si on me demandait la chose qu'on fait le mieux, pour moi, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire que toute l'année, et ça renforce l'intérêt pour moi d'être en équipe de France. C'est-à-dire que sinon, si j'arrive en équipe de... Enfin, c'est ce que je dis souvent là, hein, tu vois, par exemple, Léon Marchand, il fait pas de HRV avec moi ou quoi. En équipe de France, je vais lui donner un surmatelage, je vais lui dire, tiens, voilà, on va faire un plan de nutrition, tout ça. Je vais aider un petit peu, mais à la limite, j'ai envie de dire, presque n'importe qui pourrait faire ça. Par contre, les athlètes que je suis toute l'année, dont j'ai les données, on va mesurer encore ces données-là sur des grands championnats. Là, tu vas plus facilement pouvoir dire au coach, ah bah attention, d'habitude il a telle valeur, il vaudrait mieux faire ça, ou on va beaucoup plus... Oui, tu as cette expertise-là, voilà. Plus le fait d'avoir de l'antériorité sur les données, et après c'est des tendances. C'est aussi pour ça que, alors maintenant je le fais un peu moins, mais parce que je donnerai un exemple après, mais quand tu as de l'antériorité sur les données, ton niveau de confiance sur ce que tu vas regarder est beaucoup plus important. Et donc ça, c'est aussi l'intérêt d'en faire plutôt 2 par semaine ou 3 qu'un seul, parce que derrière, tu as collecté beaucoup de données, c'est beaucoup plus facile. Cette année-là, il y a un nouvel entraîneur à Marseille. Il m'a demandé quand est-ce qu'on fait le HRV, mais bon, pour la première partie de saison, il me disait qu'il n'allait pas forcément trop adapter. C'était des nageurs que je suivais déjà. J'ai dit, écoute, j'ai déjà plein de données, si tu n'as pas envie de leur demander de le faire 2 fois et que tu veux le faire qu'une fois, fais-le qu'une fois. Moi, j'ai suffisamment de données pour te faire des commentaires. Okay. Et quand il faudra aller un petit peu plus loin dans la charge, si tu veux un peu plus de retour, là, peut-être, il faudra le faire de manière plus régulière. Donc après, ça, on s'adapte aussi
en fonction des moments et de ce que souhaite le coach. Parce que après, c'est sûr que à l'inverse, si tu as un nageur qui fait, et je pense que nous, ça nous est arrivé pour le coup, 2 ou 3 tests par semaine pendant 45 semaines et que tu fais pas de changement pendant 40, même 44 semaines, je suis pas sûr que ça soit là aussi un rendement énorme. Non, mais c'est intéressant. Et au final, juste question pour un point de vue curiosité, et toi qui as développé ça, à partir de combien de temps en fait tu peux te dire tu as une tendance sur le HRV? Est-ce que au final, au bout de 15 jours, tu peux déjà te dire, ou non, il faut peut-être déjà 2 mois de données pour... En fait, pas envie de dire ça dépend, mais en fait, moi, au bout de 3-4 tests, je peux déjà discuter. Ouais, tu vois la tendance du coup. Si j'ai 3 tests et que je vois le 4e, je peux déjà discuter et te dire par rapport aux 3 premiers, voilà ce qui se passe. Ok. Maintenant, pour un peu que ces 3 tests où tu étais un peu stressé, tu avais des soucis, etc., peut-être que je vais mal estimer ton profil, etc. Donc après, plus tu vas avoir de tests, mieux ça va être. Voilà. Okay. Mais pour moi, déjà au bout de 3, ça te permet déjà d'avoir une belle overview et aller au bout de 10, tu as quand même déjà un bon profil. Et après, par contre, c'est vraiment... là, ce qui va prendre du temps, c'est de regarder les périodes. Là, tu vois, on essaye de faire un bilan. J'ai un collègue qui a fait les bilans de cette année de certains nageurs. Et il a regardé ce qui se passait un mois avant les championnats du monde, pendant les championnats du monde, ou les championnats d'Europe, tout ça, et pour essayer, ou en altitude. Donc ça après, ça demande plus de temps, quoi. Ouais. Non, mais ouais, c'est hyper intéressant au final, tu vois, et ça me motive à continuer à m'intéresser un petit peu à ça, parce qu'au final, non, mais t'as le côté adaptation à la charge et te dire, tu vois, est-ce qu'au final, t'as fait un gros cycle d'entraînement, est-ce qu'il a besoin de 8 ou 15 jours pour récupérer Alors après, c'est aussi le problème, et c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est... Bon, déjà, il faut quand même toujours garder à l'esprit que faut que ça soit bien fait, comme tu disais, et parfois peut-être qu'on ne le vérifie pas suffisamment. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des gens qui, pendant qu'ils faisaient le test debout, ils faisaient pipi. Oui, du coup, ça te donne une valeur où... Enfin, c'est ce que je te disais. Si tu maîtrises pas tout, en fait, tu as une valeur comme ça, le lendemain, elle est comme ça, et le surlendemain, tu dis, c'est pas cohérent par rapport à ce qu'il a fait, il y a une valeur qui déconne. Donc ça, il faut bien leur rappeler. Et après, ce qui est très difficile, c'est l'aspect prédictif. C'est-à-dire en combien de temps tu récupères ou en combien... À la limite, ça, on peut à peu près voir. Mais c'est qu'est-ce qui est bon. C'est-à-dire, et là, on revient à un peu le débat entre est-ce que je fais de la surfatigue ou pas. Est-ce que je fais de la récup passive? Est-ce que je fais de la récup active? Est-ce qu'il va nager 2 fois par jour? Qu'est-ce qu'on lui donne? Le volume? Voilà, en fait, tout ça, c'est... Ouais, mais même, je voulais dire, est-ce que si tu identifies un niveau de fatigue, par exemple, combien de jours tu vas tolérer un niveau de fatigue important? Est-ce que c'est 3 jours, 10 jours, 20 jours, pour que derrière, ça génère des adaptations? Et ça, moi, là, actuellement, j'ai pas la réponse du tout. Et même pour tous les nageurs pour les nageurs que j'ai suivis beaucoup, même pour eux, je suis pas trop capable. Je peux te donner mon avis, mais je peux pas du tout te dire avec certitude. Et t'en as certains qui vont tolérer la charge, peut-être plus que d'autres, parce qu'aujourd'hui, ils arrivent, ils étaient en très bonne forme avant, tu mets la charge, ils encaissent, et celui qui arrive, qui est un peu fébrile, en fait, il va pas l'encaisser autant. Oui. Ça, pour le coup, on le voit quand même très bien, et notamment sur l'INSEP, on l'a vu plusieurs années de suite, où les anciens toléraient quand même beaucoup mieux que les petits jeunes qui arrivaient et pour qui c'était très dur. Donc ça, on le voyait assez bien. Mais encore une fois, même pour un même individu, même à charge égale, comme tu disais tout à l'heure, pour peu que un coup il est en études, il n'est pas en études, un coup il est en couple, pas en couple, tout ça. Oui, tous ces paramètres-là qui peuvent influencer le quotidien. Mais c'est ce qui, je trouve, à la fois le biais de la variabilité cardiaque, parce que tout a une influence sur tout, tout a une influence sur ça,
et à la fois c'est ce qui va te permettre de mieux décortiquer et de parfois aller chercher des trucs. Nous, on a eu souvent l'inverse, c'est-à-dire, j'ai en tête un nageur où on pensait qu'il était en surcharge ou enfin surentraînement, etc. Et en fait, il avait, alors là encore, peut-être c'était un hasard, mais il avait ses dents de sagesse qui poussaient, je sais pas quoi, il les a enlevées. On voyait sur la HRV qu'il y avait des problèmes, quand il les a enlevés, le profil HRV il a complètement changé. Ouais, donc ça te reste. Au final, ça te donne des pistes. Après, il faut trouver peut-être la cause du pourquoi, mais ça donne des pistes. Et du coup, ça t'oblige à discuter et chercher. Voilà, on a vu des choses sur les carences en fer, sur la vitamine D, donc... Ouais, donc avec ton background de mesure, en fait, même ça te permet de généraliser les précautions avant de partir en altitude, de vérifier tous ces paramètres-là, parce que tu as remarqué que si ça, c'est pas fait, il y a de fortes chances que ça marche pas. Donc ouais, non, c'est hyper intéressant. Et tu parlais des jeunes. Et tu vois, je sais qu'Adrien nous avait beaucoup parlé que la natation était avancée sur la détection. J'ai eu Emmanuel Bruno au téléphone début de semaine, tu vois. Il m'a dit, là j'ai une réunion bientôt détection avec 6 ou 7 fédérations. Et j'ai dit, justement, j'enregistre un podcast avec Robin. Parce que tu vois, au final, nous, la Fédé, à l'heure d'aujourd'hui, un peu de remise en question sur la détection, sur ce qu'on fait, ce qui a été fait depuis des années. Et vous, ça se passe comment en fait ? Est-ce qu'il y a des tests ? Est-ce qu'il y a des protocoles ? Ou tu regardes juste les résultats de tes athlètes Ouais, alors je pense pas qu'on est très bon sur la détection. Je pense qu'on commence à être bon sur les outils d'identification des potentiels. Ouais, Adrien aime bien identification des potentiels. Voilà, mais je trouve que c'est très juste ce terme. Et du coup, je vais en parler, mais grâce à l'IRMES, etc. Par contre, actuellement, on n'a pas encore suffisamment de recul pour dire est-ce que nos stratégies sont efficientes ou pas, parce que ça fait que 2-3 ans qu'on a mis ça en place, et encore, je trouve qu'on l'a pas... on n'est pas allé très loin dans ce qu'on pouvait faire, mais c'est pas une critique, c'est plus là aussi une question de culture, d'environnement, qui nous est, je vais en parler, mais... où là le chrono est presque une problématique en fait d'un point de vue culturel. Donc pour être précis en fait, donc nous comme tu le disais, on a la chance d'avoir un logiciel qui existe depuis je crois plus de 20 ans, et donc on a tout digitalisé, les chronos, n'importe qui fait une compète de natation en France sous l'égide de la fédération, ça remonte, et donc on arrive à tracer ce qu'on appelle les couloirs de performance. Et donc on a une courbe comme dans le carnet de santé, et ça permet de voir en fait comment est-ce que tu progresses, etc., etc. Donc ça c'était un peu notre première base, même si donc il y a un gars qui a fait une super thèse sur tout ça, même si pour l'instant pour moi l'aspect prédictif, j'ai pas encore vu des trucs qui marchaient super bien, mais j'attends de voir. Et après, là, on a commencé à croiser deux choses. Donc, c'est aussi une docteure maintenant de l'IRMES qui a fait ça sur l'âge relatif. Donc, on a intégré des données où on a vu que les gens qui étaient nés en décembre, c'est ceux qui abandonnent le plus. Donc on perd sans doute des gens ici. Plus le pic de croissance, si tu es précoce, par donc ça c'est à le deuxième catégorie, truc. Ouais. Mais sur l'âge relatif, on a vu que même dans nos process de sélection chez les jeunes, c'est quasiment que des gens qui sont en début d'année. Ouais, ça, quand on fait des championnats, Benjamin, quasiment toutes les médailles c'est début d'année. Donc là, ce qu'on a fait par exemple sur les championnats Benjamin, c'était de faire 6 mois, les classements. Les 6 premiers mois de l'année, 6 mois suivants. Ça a fait aussi des débats, parce que soi-disant on donnait trop de médailles, c'était pas bien parce qu'on faisait croire aux gens qu'ils étaient bons. T'as un fort taux d'abandon pour les jeunes, parce que le jeune qui est né en fin d'année, il est pas sélectionné, et du coup il risque plus d'abandonner le sport. Et tu vois, nous dans le vélo, on a pareil, sauf que Benjamin, les championnats, Benjamin 1, Benjamin 2, ils sont réunis ensemble, donc du coup il y a 2 ans. Entre celui qui est né le 1er janvier et celui qui est né le 30 décembre, il y a 2 ans d'écart. Et en termes de développement, quand tu regardes les process de développement de l'enfant, et on parle pas de l'adolescent, en fait, on parle encore de l'enfant, c'est hyper important. Ouais. Et donc ça, c'est un peu, pas la galère, mais on les a catégorisés dans la même catégorie parce qu'ils sont nés la même année, mais à l'instant T ou au jour J, ils n'ont pas le même développement.
Ah non, mais c'est clair. Bah, du coup, ce qu'on a essayé de faire, c'est ça. Alors, au début, on l'a fait chez les juniors, puis on s'est rendu compte que nous, les juniors, je crois que ça commence à 14 ans ou 15 ans. Et ils avaient déjà passé leur pic de croissance. de croissance. Donc, on l'a fait chez les benjamins. Là, on va le faire dans 10 jours encore. Et on a fait des rééquilibrages, donc là aussi, grâce à l'IRMES et tout. Donc on a fait des classements après rééquilibrage Adrien m'avait montré. Voilà, en fonction de l'âge et par rapport à ton pic de croissance, en fait par rapport à ton temps, on t'enlève ou on te rajoute pour simuler que tout le monde a le même. Quand tu regardes les chronos d'aujourd'hui, tout le monde aurait le même âge. Voilà. Et donc issu de ça, là, ça fait 2 ans que nous on a mon collègue pourrait en parler mieux que moi, mais une liste des 100 qui sont en fait des jeunes qu'on va identifier pour un peu les listes de haut niveau et les accompagner sur certains trucs. Et il y en a, je crois, quand même encore 80 qui sont basés sur uniquement les chronos. Et puis il y en a 15-20 qu'on va sélectionner par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on va aller regarder des gens qui ont été plutôt bons, mais qui sont peut-être pas dans nos critères de base, mais qui sont soit nés en fin d'année, soit en retard sur leur pic de croissance, etc. Donc on a commencé à faire ça. Je crois que ça a bien éveillé les consciences côté de la DTN et tout ça. Donc c'est en route, avec quand même la limite de sur le pic de croissance par exemple, c'est un peu dangereux quand même parce que peut-être qu'il y en a, ok, ils n'ont pas passé leur pic, mais on ne sait pas vraiment s'ils vont grandir ou se développer après. Donc on a quand même peu de retour là-dessus. Et après, pour te répondre, on a encore actuellement pas de test physio ou quoi, ou associé à ces gens-là. On n'a pas encore forcément réussi à mettre ça en œuvre. Donc il y a l'entraîneur de Font-Romeu là qui voulait proposer ça, donc c'est dans les tuyaux. Et tu vois, les tests pour te nuancer, nous les tests, c'est ce que j'avais remis en place moi dans le cadre de mon Master 2 avec mon stage avec la Fédé. Je t'avais déjà contacté à l'époque par rapport à ton mémoire de Master, je crois que tu avais fait 2 ans avant, un truc comme ça sur cette thématique-là. Et tu vois, au final, on propose du test à l'échelle régionale, mais quand tu as un test, donc test PMA, tu vois, test à palier, mais en soi, tu as le test, c'est une photo à l'instant T. Ouais. T'as pas est-ce que l'athlète s'entraîne, est-ce qu'un cadet qui a 13-14 ans s'entraîne déjà 12 heures par semaine, et à côté un jeune qui a peut-être les mêmes valeurs, il s'entraîne très peu. En fait, on fait qu'une photo à l'instant T, tu refais le test 15 jours après, est-ce que les résultats seraient les mêmes, et est-ce qu'on peut se baser que sur ça pour... Tu vois, en fait, je pense qu'on a encore pas mal de boulot sur la détection, sur l'identification des potentiels, et c'est surtout derrière, une fois qu'on identifie, accompagner les athlètes en fait, et pas essayer de vouloir trop les rentrer dans un moule. Enfin, je pense que c'est là le frein peut-être à l'échelle française, tu vois, obligatoirement pôle ou etc. Mais est-ce qu'au final le petit jeune qui est pas à proximité d'un pôle, est-ce qu'il est obligé de partir dans un pôle pour continuer sa progression, ou est-ce que nous on peut pas l'accompagner par divers moyens? En fait, ce que j'allais te dire, ce que j'ai essayé, et il faut que je le relise d'ailleurs, nous, Swimming Canada a fait un super truc là-dessus. Et en ce moment, je trouve qu'il... je sais pas si je crois que j'ai dû l'avoir, ou peut-être, en tout cas, ils sont super forts actuellement. Le Canada, ils ont vraiment progressé. Eux, ils ont fait un parcours en fonction de 3 catégories différentes. Tu avais les précoces, je sais plus c'était quoi la deuxième, et le troisième c'était nous on pense qu'eux ils vont vraiment progresser. Et ils ont mis des solutions adaptées en fonction de ce profil. Et je trouve que ça serait pas très dur. C'est-à-dire que nous on pourrait à la limite d'en avoir 2. C'est de dire ceux qu'on sélectionne déjà, qui sont précoces, on les connaît, on les suit, on maintient leur engagement dans l'activité, tout ça. Et puis tu pourras avoir un minimum un deuxième groupe qui sont dans nos radars, un peu comme on disait, via l'âge relatif ou la morpho ou même autre chose, des trucs peut-être plus psycho ou quoi.
et de se dire, on pense que dans ce groupe-là, il y en a quand même quelques-uns qui peuvent sortir. Pour l'instant, ils ont peut-être des besoins différents que les autres, et donc on met en œuvre tout un tas de choses. Après, je trouve que, enfin là, c'est bien beau ce que je dis, mais la réalité aussi Après, c'est les moyens, c'est, voilà, c'est ça, c'est les domaines de moyens compétences de la Fédé. Tu vois, c'est exactement ce que j'ai dit à Manu Brunet. Je lui dis, en fait, derrière, on peut apporter des choses, mais c'est définir un cadre. Est-ce qu'on peut apporter, du coup, à l'entièreté des disciplines, la même chose? Quel est le domaine de compétences de la fédération? Quel est le domaine de compétences des parents? Dans un monde idéal, on pourrait individualiser. Dans la réalité, et les finances vont influencer de ce qu'on peut faire et pas faire. Ouais. Déjà, tu as cette partie-là, c'est plus ça. les cadres que tu as, les staffs en fonction des régions. Peut-être que certains ont de la chance parce qu'au final, ils ont un conseiller technique régional qui est calé, qui va pouvoir leur apporter des choses. Dans une autre région, c'est pas sa spécialité. Et ça prend du temps. Tu veux mettre un athlète sur une discipline, bah ouais, mais tu l'amènes à un entraîneur. Bah, s'il a déjà son groupe, il peut pas prendre du temps à apprendre les bases alors qu'à côté, il y a son groupe qui demande de la perf. Ouais. Donc, ouais, je pense que les logiques, on les a... On a un peu les mêmes problématiques dans nos disciplines, en fait. C'est les moyens, les compétences. Mais ouais, c'est hyper intéressant. Je pense qu'on a encore beaucoup de travail sur la partie détection, identification des potentiels. C'est clair. Et après, comme tu dis, c'est-à-dire que nous, voilà, ce que je te disais, c'est que les clubs, on n'est pas avec eux tout le temps, donc c'est pas forcément évident. Après, je pense que ce qui serait assez simple, c'est je sais même pas en fait si c'est fait ou pas, mais déjà sur l'aspect motivation et engagement, de dire voilà, nous on pense que tu es dans la trajectoire pour atteindre ce niveau-là. Tu vois là ce qu'on a fait après les Jeux, c'est qu'on a regardé les médaillés internationaux, à quel pourcentage de leur perf ils étaient 1 an avant, 2 ans avant, 3 ans avant. On s'est quand même rendu compte que il y avait encore des gens qu'on sélectionnait assez tardivement, dont on savait qu'ils n'auraient pas de médaille olympique. Après, l'objectif, c'est pas que de faire une médaille olympique, il y en a quand même pas beaucoup, mais... Et qu'à l'inverse, si on regarde 7-8 ans avant, là, tu peux être en fait assez loin 7-8 ans avant, et quand même avoir une médaille olympique. Et du coup, en termes de distribution de moyens, tu vois, on parlait de moyens, on peut se poser la question de se dire, est-ce que peut-être ça vaudrait pas le coup de ceux qui ont 14-15 ans d'en engager un peu plus dans la pratique, de les motiver, et peut-être un peu moins ceux qui ont 21-22 ans, dont on sait qu'ils sont déjà qui sont sortis déjà de tes tendances, quoi. Qui sont sortis de tes tendances, qui font pas d'études alors qu'ils devraient en faire. Enfin, tu vois, c'est aussi notre responsabilité, ça. Donc là, je pars sur d'autres sujets, mais en tout cas, je trouve qu'on a les données qui nous permettent de prendre des décisions. Après, c'est une vision, donc chacun a sa vision, etc. Ouais, non, mais tu vois, je pense qu'en fait, on n'a pas encore... Comme la charge, il n'y a pas de vérité absolue, et c'est l'œil de Maquignon, parce qu'au final, tu te dis, tu vois, je me dis aussi, dans le monde de l'identification des potentiels, là, en fait, on doit quand même choisir ou non si on continue d'accompagner un athlète, et d'ailleurs, te dire, en fait, si on arrête de l'accompagner, est-ce qu'il aurait quand même pas pu être champion ou... Oui, après, alors là je suis d'accord. Il y a toujours des exceptions. Il y aura toujours des exceptions, mais nous on a quand même des intervalles de confiance, ou en tout cas des... Ton cumul de données fait que quand tu sors, tu reviens plus dedans. Ouais, nous par exemple, en fait, sur les données françaises des gens qui ont eu une médaille olympique, si je dis pas de bêtises, c'est très rare d'avoir eu plus que 1 an où t'as pas progressé. Ok, ouais, donc oui. Donc si la deuxième année, tu t'améliores plus... Ouais, en général, c'est que c'est... Ouais, ok. Sur la médaille. Sur la finale, c'est différent. Mais sur la médaille, c'est ça. Oui, mais du coup, tu peux faire pareil sur les finales, en fait. Tu peux élargir en disant, tu peux faire pareil. De toutes ces finales, tu regardes les tendances. Pour aller dans ton sens, on a un gars qui s'appelle Damien Joly, qui est né en 92, et il a fait son record à 32 ans au 1500 en série des Jeux. C'est incroyable de faire ça. Incroyable. Ouais. Et il a eu plusieurs années où il a stagné ou régressé. Donc il a quand même confirmé cette exception-là. Mais vraiment, c'est vraiment un parmi beaucoup. Donc là aussi, c'est une vision. Est-ce que tu sors à chaque fois... Bon, pour le coup, je pense pas qu'il ait manqué d'accompagnement ou quoi, mais... Et sur les médaillés internationaux, tu vois aussi que...
en fait, nous, la première médaille, l'âge où tu as ta première médaille olympique en individuel, si à 25 ans, tu n'as pas eu de médaille olympique en natation, c'est très 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 peu probable que tu en aies une par la suite. Je crois que c'est arrivé sur un garçon là cette année qui en a eu, c'est un 80, je sais plus combien, mais il avait quand même fait 2 ou 3 JO. Et sinon c'est très très rare ça en fait. Donc, 25 ans ça commence à être beaucoup, c'est-à-dire que nous en général il y a ceux qui ont plus de 25 ans qui sont plus trop dans les radars, tout ça, voilà, mais... Ouais, non, mais c'est le big data qui te permet quand même de faire ça avec le cumul de données. En fait, tu regardes les années auparavant, si l'athlète progresse sur sa discipline phare, bah, tant mieux. S'il ne progresse pas au bout de la deuxième année, en fait, celui-là, ça vaut peut-être le coup de plus l'accompagner, de mettre des moyens sur un jeune qui potentiellement... Mais ouais, après, encore une fois, c'est une vision, mais je trouve que c'est voilà... Moi, je suis pas du tout pour dire on évince les gens et j'ai vu ces exceptions, donc... non, c'est pour ça, c'est vaste. Ça te permet quand même d'orienter, de discuter un peu plus. Et d'avoir ta politique fédérale sur comment on met en place la chose. Dans tous les cas, il faut des critères, il y aura toujours des déçus. Et après, pas des moyens limités. Le haut niveau reste intraitable. Hein. Moi, j'aime bien bosser là-dedans, mais tu vois, je pense qu'après, il faut avoir quand même conscience de ça, quoi. C'est ce qu'à mon sens, parfois, certains sportifs n'ont pas conscience ou en tout cas trouvent pas leur équilibre à cause de ça, quoi. C'est hyper dur. C'est clair. C'est hyper dur de se dire il y a une liste des médaillables au ministère et en fait si t'es pas médaillable et que t'es je sais pas 7e mondial, t'es pas sur la liste ministérielle, sur certains trucs alors que t'es un expert de ta pratique, quoi. C'est hyper dur. C'est clair. Et pour conclure le podcast, j'aurais dû te poser cette question-là au début. Est-ce que tu peux brièvement expliquer les différentes épreuves, tu vois, d'un point de vue surtout physio-énergétique en fait. Qu'est-ce que tu considères comme des disciplines d'endurance et des disciplines de sprint? Tu vois, les JO, je pense que ça va être important. On a vu ça, la natation en JO, elle a été quand même assez mise en avant. Et au final, qu'est-ce qui est du sprint et qu'est-ce qui n'est plus du sprint à partir de combien de mètres en fait, tu vois? Ouais, carrément. Et du coup, ça va me faire penser, ça va me faire je pense, le lien avec ce qu'on a dit pour nous. Mais bon, bref. Nous, on a uniquement le 50 qui peut s'apparenter à du sprint. Et encore, quand on regarde les données sur un 50 mètres, t'as quand même, a priori, dans les simulations là, qui ont été publiées, t'as quand même pas loin de 40% de contribution aérobie. Donc ça, faut l'avoir en tête. Donc, c'est pas du pur sprint comme un 100 mètres en course à pied. Après, pour moi, tu as vraiment 2 épreuves mixtes qui sont 100 et 200 où tu as le 100 mètres un peu plus d'anaéro que d'aéro, mais tu as quand même une bonne part de l'aéro et on voit en fait que la vitesse d'ajustement de l'O2 elle est importante chez les meilleurs nageurs du monde sur le 100 mètres. Le 200 du coup c'est un peu l'inverse, mais ça reste très très lactique encore, hein. C'est le temps d'effort d'un 800 mètres en course à pied. Okay. Et le 400 commence à être, je pense qu'il faut encore un peu de capacité anaéro, mais ça commence à être quand même vraiment sur de l'aéro. Et puis quand tu passes le 800, là t'arrives sur de l'endurance. Et ce qui est assez rigolo, tu vois, c'est une hypothèse que j'ai en ce moment, c'est qu'en France, alors à part Léon, on n'est pas très fort sur les 200-400, qui sont les épreuves finalement assez qui demandent à la fois une belle puissance, enfin une grosse VO2 max, un certain niveau anaérobie, etc. Et en fait, mon hypothèse, c'est qu'on n'est justement pas très bon. Alors là, c'est pas spécifique, enfin c'est plus spécifique à la France qu'à la natation, mais sur l'évaluation de ces capacités énergétiques-là et de bien arriver à manager pour arriver à articuler les deux. Parce qu'on est assez bon en sprint historiquement et aussi en demi-fond et en eau libre. Tu vois, c'est assez rigolo, on n'arrive pas à être bon au milieu. Tu vois, je me suis posé la question dans ce que j'ai lu un petit peu sur la partie détection des potentiels, sur la génétique. Quand tu regardes par exemple sur toutes les disciplines sprint explosives, par exemple sur le sprint en 100 mètres, 200 mètres en athlétisme, tu as quand même la ceinture caraïbe qui est ultra représentative.
est-ce que génétiquement, ils n'ont pas plus de facultés? Tu vois, est-ce qu'ils n'ont pas les meilleurs gènes? Et par exemple, sur l'endurance, tu vas au marathon, faut s'orienter vers le Kenya pour avoir les meilleurs athlètes mondiaux. Tu vois, est-ce qu'au final, nous... Sur la partie athlète, je suis assez d'accord sur le constat. Par contre, sur la natation... mais du coup, est-ce qu'au final, en natation, est-ce qu'ils ont les moyens, pareil, les piscines, etc., à course à pied, une piste, ça se fait vite. Est-ce qu'en natation, ils ont les mêmes moyens? Non, mais nous, on voit pas forcément ces tendances-là en natation. En tout cas, en natation, pour le coup, il n'y a pas l'Afrique et pas trop les Caraïbes. Donc ça on le voit pas. Mais on a quand même, je veux dire, au niveau continental, ou les Américains, tout ça, il y en a qui arrivent à avoir un spectre de nage assez important et d'épreuves et de distance. Et nous, historiquement, on a été bons. On a eu des gens champions olympiques aux 200 libres, aux médaillés internationaux, etc. Et c'est ça qui est un peu bizarre, c'est un peu perturbant de voir ça. Donc, j'ai pas tous les tenants les aboutissants de ça, mais c'est en réflexion. Ouais, t'as encore du travail. Voilà, tant mieux. T'as encore beaucoup de travail. Non, mais en tout cas, top. Merci pour ce podcast. Je sais pas si tu as autre chose à rajouter. Non, merci parce que... On pourrait encore en parler des heures parce que oui, c'est clair. Plein de thématiques, des questions, je pourrais t'en poser et répondre sur l'achat. En fait, il y a plein de choses à dire. En fait, surtout quand tu es quelqu'un qui est dans un autre domaine d'expertise et de compétences que toi, c'est mais hyper c'était intéressant. super cool. Et puis moi, à chaque fois, ces questions me font réfléchir et me donnent des idées. Donc c'était super cool de ta part d'avoir ces questions-là. Donc c'est vraiment top. Donc voilà. Je te remercie. J'espère que ces questions-là et tes réponses apporteront aussi des réponses et des questionnements aux auditeurs du podcast. J'espère. Et comment on peut te retrouver du coup si quelqu'un a une question? Les réseaux? Oui, Twitter. Moi, c'est surtout Twitter. Vous pouvez me retrouver facilement sur Twitter ou sinon, mon adresse mail, c'est robin.plat@ffnatation.fr. On peut m'envoyer un mail, il n'y a pas de souci. Ça marche. Je te remercie d'avoir pris de ton temps pour répondre à mes différentes questions. Merci beaucoup, Maxime. Merci. Salut. Ciao, ciao.